Et rebonsoir dans le podcast du Club Padam. Après avoir parlé bilan de la saison, nous allons maintenant parler du futur. Qu'est-ce qui va se passer? On va évidemment parler de la prolongation d'Mbappé et ce que cela Il a induit. changé de nom. Mbappé. On va parler de la prolongation de Mbappé. Kylian Mbappé et de ce que cela induit. On va parler de Campos, des rumeurs sur les coachs, de quelle recrue nous voulons et de quel profil nous avons besoin. Toujours ici présent, Draias. Lionel. Bonjour. Eh bien, c'est parti pour cette partie 2. La prolongation d'Mbappé. Lionel, je vais te poser la question. Est-ce que tu t'y attendais? Alors, on va dire que je pensais que c'était faisable. Mais je préférais imaginer qu'il n'allait pas prolonger. Ah, ça, ce sera dans la partie 2 que tu nous diras pourquoi tu préférais imaginer. Draias, tu t'y attendais? J'en savais rien. Et je voyais des raisons pour qu'il reste, je voyais des raisons pour qu'il parte. Il y avait le gros truc, c'est qu'il y avait eu la volonté de partir l'été dernier. Et avec il l'a confirmé en conférence d'ailleurs. Et les 160 millions, je crois, qui étaient proposés par Madrid. Et donc il y avait ça, et ça on le savait tous. Et donc, ça incitait à croire qu'il allait partir. Après, il y a malgré tout des raisons pour qu'il reste. Et donc, je ne savais pas. Moi, je n'y croyais pas, sauf quand le Parisien a sorti son article. J'ai fait un petit suissage du Parisien. Quand c'est le directeur de publication des sports qui fait un article, généralement, c'est vrai. Mais et au passage, Basto, avant ça, tu étais celui qui y croyait le moins. À ce moment-là, tu étais le seul qui y croyait. C'est ça. Et après, j'y croyais de nouveau pas. Tu étais de nouveau celui qui le croyait pas. Exactement. Mais du coup, je donne tout crédit à ce monsieur des services du sport du Parisien. Maintenant, il fera un article. J'y croirai. Si demain matin, il me dit Galtier est fait, je me suicide. C'est pas grave. Je n'attends pas la suite. Lionel, tu vas nous dire pourquoi ça t'enchante peut-être moins que beaucoup de supporters parisiens. C'est-à-dire que moi, je suis content sportivement. Et puis aussi en partant du principe que je pense que s'il a prolongé, c'est qu'il a eu des garanties sportives. C'est pas comme à l'époque de Neymar, où on savait que voilà, ce qui était Neymar, c'est de pouvoir avoir le meilleur contrat possible. Je pense que Mbappé, c'est un joueur qui a envie de gagner. Donc, oui, je pense que c'est, on va dire, sur ce point, on le voit déjà avec les changements. Ça veut dire qu'il y a des garanties sportives et qu'il souhaite que les choses changent au club pour pouvoir être épanoui et aller remporter des titres. Mais dans un second temps, je pense que s'il était parti, ça aurait pu permettre aussi de pouvoir repartir sur des bases peut-être entre guillemets un peu plus saines, c'est-à-dire si on perd un joueur comme Mbappé, reconstruire aussi un projet sportif, mais aussi redonner en fait une certaine cohérence à la grille salariale du Paris Saint-Germain. Là, en prolongeant Mbappé, en le mettant le plus gros salaire du club, entre guillemets, d'autres joueurs comme Marquinhos, Verratti, etc., qui vont bientôt entrer en phase de négociation pour prolonger, ce sont des joueurs qui ne vont pas prolonger au salaire qu'ils ont à l'heure actuelle. Ils vont chercher aussi à augmenter leur salaire et ils vont obtenir des salaires qu'ils n'auraient obtenus nulle part ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Moi, je pensais, alors s'ils ne prolongeaient pas, que ça aurait pu permettre, entre guillemets, au club de dire, voilà, maintenant on part sur un nouveau projet, un peu ce qu'on a fait Liverpool, et qui, peut-être aujourd'hui, peut leur poser problème pour la prolongation de Salah et Mané, mais ils ont déjà anticipé un potentiel départ de ces joueurs-là avec l'arrivée de Luis Diaz. Extraordinaire, Diaz. Extraordinaire. Ça. Et tout en disant, voilà, nous, c'est ce qu'on vous propose. Si vous voulez toucher plus, ce sera ailleurs. Et je pense que le Paris Saint-Germain, s'ils avaient perdu Mbappé, aurait dû partir sur un projet qui ressemble à cela et revenir sur des grilles salariales un peu plus cohérentes. Maintenant, oui, garder Mbappé, c'est forcément que du bonheur. Et comme je l'ai dit au départ, parce que je pense que c'est un joueur qui avant tout pense au projet sportif. Et donc, ça veut dire que le Paris Saint-Germain lui a vraiment fourni des garanties très, 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 très fortes pour qu'il puisse accepter de prolonger. Draias. Alors, il y a beaucoup de choses à rebondir. On est Liverpool. Faut vraiment contextualiser Liverpool, qui était un club qui était un grand club dans les années 80, quoi.
qui depuis n'arrivait plus à être un grand club, même s'ils ont fait une finale de Ligue des Champions, qui végétait et qui s'est remis en cause avec une manière de fonctionner. Mais tu n'as pas à Liverpool ce que tu as à Paris, ce que tu as au Real, ce que tu avais à Manchester United à l'époque, où tu avais aussi sans doute des problèmes de salaire. Et c'est pas la même logique de club. Liverpool, c'est une logique différente. Donc vraiment appliquer l'un à l'autre, je trouve que c'est une comparaison qui va un petit peu vite. Après, moi je trouve au contraire que là il y a un message qui est clair, qui a été envoyé et qui a été clair et qui simplifie beaucoup de choses dans la lisibilité. C'est que maintenant il y a une star au Paris Saint-Germain et c'est Kylian Mbappé. On a un Léo Messi qui est sur sa dernière année de contrat, donc il lui touche un gros contrat, mais par contre, le message est envoyé à Neymar. Clairement, ce n'est plus l'homme de base du projet. Ce n'est plus, etc. Il n'y a plus ces ambiguïtés, il n'y a plus cette espèce de brouhaha en mode qui est la star. C'est fini ça. D'ailleurs, si je puis me permettre, je crois que c'est assez inédit de voir un joueur qui prolonge ou qui a un nouveau contrat avoir une conférence de presse. Possible, possible, ouais, pas de je sais pas. souvenir dans l'histoire. Mais le truc, oui, mais le truc, on parle du joueur. Enfin, je pense que non, ça doit pas être Indy. Je pense que quand Léo Messi devait prolonger à Barcelone, il devait y en avoir. On parle du joueur qui est vraiment le joueur le plus bankable à l'heure actuelle dans le monde. Il y avait un espèce de fight qui était mis en scène entre Haaland et Mbappé, et Haaland, de par les blessures et de par des contre-performances, et enfin c'est un duel qui n'existe même plus. Il est seul, il est tout en haut. Ouais, c'est même pas qu'Haaland a eu des contre-performances, c'est qu'Mbappé a des performances qui sont Aussi, ouais, aussi. Mais Haaland n'a même pas suivi, n'a pas suivi, pas su confirmer. Et donc, je trouve qu'il y a ça. Et ensuite de ça, sur toute la problématique des salaires, moi, je me préoccupe pas tellement que Marquinhos et Verratti vont réclamer 1 million d'euros de plus par an pour services rendus, etc., pour incarner, etc. Je me préoccupe plus d'un Kurzawa qui a un salaire de je sais pas combien, de la prolongation de Bernat, les conditions dans lesquelles ça a été fait, des salaires des Herrera, des salaires des Draxler, des salaires des consorts, etc., etc. Et ça me choque pas forcément qu'il y ait un joueur comme ça qui soit à la tête de gondole, mais qui va justifier de par ses performances sur le terrain. Ça empêche pas, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher d'avoir un projet sportif par ailleurs. Par contre, là où tu as des salaires des joueurs qui ont des salaires qui sont astronomiques, qui ne justifient aucun temps de jeu, ça c'est un point bloquant. Et c'est à mes yeux beaucoup plus problématique. Maintenant, moi sur Kylian Mbappé, la seule petite crainte, c'est l'histoire des 3 ans. C'est à quel point est-ce qu'il s'inscrit dans le futur. Après, je comprends pourquoi il le fait. Il le fait. La raison est simple, c'est soit qu'effectivement il a envie de découvrir autre chose, soit il a envie de s'assurer que le club prouve par les actes ce qui lui a été annoncé, quoi, que les changements soient effectifs. Mais j'ai une petite inquiétude par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir encore un feuilleton Mbappé dès l'an prochain, on va avoir un feuilleton Mbappé qui va être très très grand dans 2 ans. Et ça va être un bordel à gérer. Je pense que dès l'an prochain, non. Je pense que je t'en ai parlé dernièrement, mais je pense que dans le contrat, il y a le PSG qui le libère pour les JO 2024 de Paris. Je pense que ça a dû jouer aussi. Il l'a dit sur TF1, ça se il l'a dit sur TF1, j'ai pas regardé le truc de TF1. Pas que c'était, mais d'ailleurs qu'on en a parlé, effectivement, je ferai les JO, quoi. D'accord, donc je pense que le feuilleton l'aura plus dans 2 ans. Et d'ailleurs, dans sa conf de presse avec Nasser, Mbappé dit bien: je reviendrai en France à la fin de ma carrière. Donc, tu vois, il laisse un espèce de truc comme je vais avoir un autre club à l'étranger, une expérience à l'étranger. Après, parce que par contre, le Charivari, tu vas l'avoir dès l'année prochaine. Moi, je ne pense pas qu'il y aura de feuilleton. Je pense que de toute façon, le Paris Saint-Germain voulait 3 ans de plus. Nasser, il a dans tout ce qu'il dit depuis le départ, c'est Mbappé va rester 3 ans de plus au Paris Saint-Germain. C'est clair, net et précis. Quand Nasser dit quelque chose, c'est pas un effet d'annonce ou quoi que ce soit. Donc pour moi, il n'y aura pas de feuilleton Mbappé, c'est-à-dire qu'en 2025, il partira libre du Paris Saint-Germain. Et après, s'il faut revenir à 33, 34 ans, il reviendra. Mais je pense que voilà, Nasser, les Qataris voulaient ces 3 ans de plus pour relancer un nouveau projet, une nouvelle ère, partir sur un nouveau projet. Et dans 3 ans, s'il part libre, je pense qu'il aura fait 8 ans au Paris Saint-Germain. En plus de ça, Mbappé le clan Mbappé allait se fuiter que
ils ont accepté de laisser une partie des droits d'image aux joueurs parce que le Paris Saint-Germain est un club jeune et qu'ils ont besoin de ça pour continuer à se développer. Donc tout le monde est gagnant dans ce nouveau contrat. Et le Paris Saint-Germain pourra facilement amortir ce qu'ils vont dépenser pour Mbappé sur ces 3 années-là via les nouveaux sponsors, le développement et puis une politique sportive qui va être revue de fond en comble. Alors, déjà, moi, si, là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que de toute façon, le Dawa, il y en aura l'année prochaine. Tu vous vois Lionel? Ah oui, non, j'ai dit effectivement que l'année prochaine, il y aura du Dawa l'année prochaine. Je pense que dans 2 ans, il y en aura beaucoup. Moi, dans le football, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que je ne fais plus confiance à Madame Irma. Je prétends pas connaître le futur. Savoir s'il va rester 3 ans, s'il va rester 2 ans, j'en sais rien. Plus d'un an, c'est plus que probable. Mais par contre, il y aura du bruit, il y aura etc. Et ça, je le pense dès l'année prochaine. Après, pour moi, pour finir avec ça, pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de bruit jusqu'à 2025, c'est que déjà, les JO se passent au mois d'août. Donc, ça veut dire que s'il y a un transfert, ce sera fin août. Donc, jusqu'à la fin des JO, il n'y aura aucun bruit parce que s'il est sélectionné, il voudra être tranquille pendant cette compétition, qu'il n'y ait pas de transfert ou quoi que ce soit. Et comme on l'a pu le constater depuis l'arrivée des Qataris, la seule et unique façon qu'un joueur puisse quitter le club, c'est en fin de contrat. Je ne pense pas que les Qataris, en 2024 ou l'année prochaine, ont besoin d'aller prendre... C'est pas faux. D'ailleurs, cet été, on en parlait. C'était ce qu'il aurait fallu le vendre parce qu'il va peut-être partir libre. Finalement, le club a eu raison. Mais est-ce qu'ils retenteront le coup? Oui, je pense que tu as raison. Le club ne veut pas laisser partir un joueur. Donc, c'est possible qu'il parte libre dans 3 ans. C'est-à-dire que moi, je pense que de toute façon, lui, il a compris, Mbappé. Je pense qu'il avait compris... quand il arrive dans cette position de pouvoir négocier un nouveau contrat, enfin, de pouvoir négocier un départ libre à la fin de la saison, il a très bien compris qu'en prolongeant, et lui-même il l'a dit, voilà, une prolongation courte, ça n'avait aucun sens parce que si je reste dans un projet, c'est pour pouvoir m'y investir. On a trouvé le bon compromis. 2025, il aura 26 ans et demi. Il partira au Real, il fera 6-7 ans parce que malgré tout ce que les Madrilènes peuvent dire, aujourd'hui ils sont vexés donc ils n'en veulent plus. Mais dans 2 ans, 2 ans et demi, ils vont l'accueillir à bras ouverts. On peut prendre le cas de Griezmann qui avait boycotté le Barça. Et d'après, il y retourner. Bon, ça va être un peu plus compliqué son intégration. Voilà, mais... Là, c'est quand même plus une humiliation pour le Real que ce qui s'est passé avec Griezmann et le Barça. Là. Oui, ça c'est sûr. Mais je veux dire par là, de toute façon, si Mbappé continue cette progression, en 2025, ils seront les premiers heureux à récupérer un fin de contrat. 2025, est-ce que le Real sera dans cette position avec l'évolution financière de la Liga? C'est pas sûr. Après, oui, là, le Real va gagner, est en position d'inscrire une nouvelle Ligue des Champions, on verra, mais 2025, c'est loin et beaucoup de choses peuvent se passer. J'ai une info. Expert vient de dire qu'il était pour le Real, donc Liverpool va gagner la Ligue des Champions. Non, il est pour Liverpool, malheureusement. Andreas, une petite question ou tu veux finir? Non, c'est bon. Alors, une petite question. 2 questions d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'Mbappé est un des joueurs les plus forts en communication? Et deuxième petite question, est-ce que tu penses qu'il sera élu maire de Bondy en 2044? Alors, c'est pareil encore une fois. Moi, je m'appelle pas Irma et ma boule est cassée. Pour l'autre partie de la question, je pense que c'est le joueur le plus bankable à l'heure actuelle et il y a 2 raisons à ça. Il y a ses performances sur le terrain et sa communication. C'est un joueur qui se démerde pour à la fois être parfaitement lisse et faire passer les messages qu'il a envie de faire passer et les rendre parfaitement clairs et parfaitement audibles. C'est un maître. Lionel, tu es d'accord là-dessus? Pas sous le parfaitement lisse. Parce que je pense que c'est quand même un joueur qui est un peu clivant. On peut le voir déjà au sein même de la communauté parisienne. Alors aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est très heureux de l'avoir vu prolonger. Mais je pense que jusqu'à mercredi dernier, une bonne partie des supporters lui en voulaient de ne pas nous annoncer les choses plus tôt pour qu'on puisse soit le fêter ou autre. À Madrid aujourd'hui, il est détesté. Oui, mais Lionel, je parlais de ses déclarations. Oui, mais même dans ses déclarations, il est lisse. Là, tu es en train de parler de l'absence de déclaration. Non, mais même dans cette déclaration, je ne suis pas d'accord. On dit que c'est un joueur qui est lisse. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, généralement, quand il a quelque chose à le dire, il va le dire. Alors même s'il ne le dit pas de manière virulente
etc. Mais par exemple, on a pu le voir là pendant l'interview. Il a envoyé un beau taquet à Le Gret. Non, je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est un joueur qui est totalement lisse. On l'avait vu aussi pour s'être un petit peu agacé pour l'histoire de Giroud. Voilà, quand c'est un joueur qui a des messages à faire passer, il le fait passer. Pas compris ce que je voulais dire par le mot lisse. Mais bon, passons. Un autre mot sur cette prolongation d'Mbappé ou c'est bon? Non, pour moi, c'est bon. Bon, on va passer aux autres rumeurs. Un directeur sportif, enfin, pas forcément du nom, puisque Campos n'est pas forcément un directeur sportif, puisqu'il était conseiller à Monaco, conseiller à Lille. Mais bon, bref, le nouveau garant du projet sportif du PSG serait Luis Campos. Draias, est-ce que ça te plaît? Beaucoup. Pourquoi? Bernardo Silva, Fabinho. Léao Hein? Léao, Léao, pas encore, justement. bah, Mais c'est. meilleur joueur de Serie A. Oui, mais Léao. pas encore de ce niveau-là. Et c'est un joueur, justement, je suis en train d'essayer de mettre en avant autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui, bon, Mbappé bien sûr, mais c'est quelqu'un qui va trouver des joueurs, va être capable d'identifier des joueurs comme étant à haut potentiel et vont confirmer, etc., etc. Et quand les joueurs qu'il a identifiés comme tels passent par lui, il fait en sorte de les développer. Et après, c'est des joueurs qui peuvent exploser dans les plus gros clubs en Europe sans jamais décevoir. Et des exemples comme ça avec Luis Campos, il y en a des tas. Il y en a là, les deux qui me viennent à l'esprit, mais il y en a vraiment beaucoup. Luis Campos, c'est simple, c'est lui qui fait Monaco champion de France, c'est lui qui fait Lille champion de France, les deux. Oui, mais je parle vraiment des joueurs là-bas. Tu sais, de fait, c'est pas juste il arrive à trouver le bon joueur pour un projet. C'est il arrive à trouver le bon joueur, à faire en sorte, à créer des conditions pour que ce joueur se développe. Et quand ce joueur s'est développé et qu'il est identifié comme tel, après tu prends ces joueurs, tu les mets dans presque n'importe quel club et ils surperforment. Ah mais bien sûr, mais bien sûr. Et ça, c'est, je sais pas s'il y a beaucoup de DS qui peuvent revendiquer ça. C'est-à-dire que tu vas trouver des mecs qui vont trouver des joueurs parfaits. Et ça, par exemple, on l'a beaucoup vu avec un coach que toi et moi, on aime beaucoup, avec Bielsa. Il va trouver des joueurs qui vont être parfaits, il va maximiser, etc. Mais c'est pas forcément une garantie sur le futur. Alors que Campos, il y a en plus de ça, il y a cette dimension de garantie sur le futur. On parle d'un Campos qui sait très bien vendre, mais c'est aussi pour ça. C'est aussi qu'il va savoir identifier les bons profils dans la manière de travailler. Campos, c'est quelqu'un qui travaille avec les stats depuis très longtemps, mais au-delà de travailler avec les stats, il a une armée de mecs qui vont suivre des joueurs, qui vont les suivre pendant plusieurs années, et justement, il ne se limite pas aux stats, il va aborder vraiment tous les sujets, il va aborder tous les aspects du joueur, et à partir du moment où il dit ce joueur, alors après, il peut aussi recruter des joueurs qui vont être au service de l'équipe, mais là où il est notable, c'est justement sur cette dimension-là, c'est-à-dire que non seulement il fait de la data, mais il fait de la psychanalyse, enfin pas de la psychanalyse, mais il fait l'aspect psychologique du joueur, et que quand les joueurs, cette poule de joueurs-là, qui n'est pas la seule poule de joueurs qui s'occupe, mais quand cette poule de joueurs-là, c'est les joueurs qui rentrent dans cette catégorie, tout à coup, tu te retrouves avec des joueurs. Enfin, Fabinho, tu peux le mettre dans presque n'importe quel club. Bernardo Silva, tu peux le mettre dans n'importe quel club. Et là, j'ai que ces deux noms-là en tête parce que j'ai pris. Benjamin Mendy, tu peux le mettre il y en a plein. J'ai pas entendu Baston. J'ai dit Benjamin Mendy, tu peux le mettre en prison. C'est autre chose. C'était gratuit. Non, mais oui, Campos, c'est un joueur qui a une structure pyramidale et dans la manière de fonctionner et dans la manière d'éditer ses trucs. C'est-à-dire que c'est un mec et un réseau qui est fait en plusieurs strates. Les recruteurs, les mecs au-dessus des recruteurs, etc., etc. Et c'est un mec qui va noter les joueurs ou les recrues aussi d'une manière pyramidale, c'est-à-dire A+, ça va être les joueurs qui sont et à la fois prospects et à la fois qui sont un suivi psychologique très bon, etc., etc., etc. Donc c'est très travaillé avec des logiciels, etc., etc. Ouais. Lionel, toi sur Campos. Juste un petit mot pour Basto. J'ai constaté que ce soit les directeurs sportifs ou les entraîneurs, pour toi, ce sont tous des joueurs. Hein. J'ai dit quoi? Joueurs. Ah merde, bon. Et tout à l'heure sur le Space, quand tu parlais de Ruben Amorim, j'ai dit joueur aussi. C'est un joueur qui fait ci, c'est un joueur qui fait voilà, il y a des joueurs et c'est comme ça, merde, vas-y, règle. C'est moi le présentateur, mince. Alors, moi, je vais faire simple. Alors, bien sûr, j'ai vu les résultats et ce qu'il a fait. C'est quelqu'un, voilà, que je connais pas sa façon de travailler.
Donc moi, je suis assez hypé parce que ben voilà, quand on voit quand il fait venir des joueurs comme Fabinho, Bernardo Silva, etc. Ben moi, je rêve de voir ce genre de joueur. Petit aparté, juste pour ceux qui ne savent pas forcément, Fabinho vient de la réserve du Real et Bernardo était dans la réserve du Benfica. Donc, c'est même pas des joueurs qui étaient en pro, quoi. Ouais. Mais voilà, j'aurais vraiment voulu. Alors, j'en avais parlé un peu sur CS dans leur live. Moi, j'aurais vraiment voulu avoir un vrai article sur sa méthode, sa façon de travailler, comprendre qui est vraiment, comme il s'appelle, Luis Luis Campos. Campos. Mais je crois que personne ne le sait vraiment, c'est ça. Mais j'aurais aimé avoir Il y a des choses qu'on sait quand même. Hein. Ouais, Oui, mais oui. c'est des petits articles, il y a quand même une part Ouais, de mais par mystère exemple, autour. le fait d'avoir c'est-à-dire qu'il a des observateurs qui vont vraiment suivre un joueur, mais des fois sur un temps long, c'est-à-dire sur 1, 2 ans. Ça, on le sait, mais ouais, c'est plus des Oui, mais indications que la vraie méthode Campos, quoi. C'est un peu... ouais. Et après, voilà, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que visiblement, c'est un projet à deux têtes, puisqu'il y a une partie qui sera aussi gérée par Antero Henrique. Hey, Non, mais là, on parle de Campos. on était trois à défendre Enrique à l'époque, on est tous les trois ici. C'est vrai, toi aussi, Lionel? On parlera toujours. d'Enrique juste après, Lionel. Finis Là, sur on est Campos sur et je te Campos. relance sur Enrique. Non, mais Luis Campos, oui, voilà, moi, je suis excité par ça, mais c'est vrai que je ne connais pas sa façon de travailler, donc je ne peux pas en parler plus. Je peux juste dire, voilà, quand je vois tous les joueurs qu'il a pu faire venir, que ce soit à Lille ou à Monaco, que personne ne connaissait, et puis qu'après, ces équipes ont vendu ces joueurs 60, 70 millions, et qu'aujourd'hui, bah, ces joueurs-là sont des joueurs dominants dans les clubs où ils sont, bah, ça donne envie. En partant du principe, en plus, que Paris n'est pas un club qui vend, si on arrive à faire venir des Fabinho, des Bernardo Silva pour continuer à grandir, et voilà. Que demande le peuple? Bah vas-y, Ah, mais attends, il y a une Vas-y. réserve quand même sur Campos. Oui, est-ce que c'est un homme de terrain? Pas forcément un homme de terrain, c'est pour l'instant, c'est vraiment un homme qui a été associé avec des clubs en construction. Oui, Euh, c'est vrai. Il a été recruteur au Real Madrid. Il a été recruteur au Real Madrid, mais il était suivi. mais je finis le point. Et si tu veux, voilà, c'est par exemple à Monaco, limite c'était un trading, un successful trader. Pareil, d'une certaine manière, on peut dire la même chose à Lille. Et là, il va se retrouver dans une situation où l'objectif n'est pas nécessairement de vendre un joueur et c'est pas dans ce qu'il a l'habitude de faire. Donc il y a juste il va y avoir une petite adaptation qu'il va devoir faire par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à ses habitudes de travail habituelles. Et Moi, la vas-y, question Lionel. que je me pose, c'est que visiblement, il y a un projet avec Antero Henrique qui serait d'avoir peut-être un ou deux clubs satellites. C'est est-ce qu'ils ne vont pas lui permettre de faire donc, ce trading plutôt avec ces clubs satellites? Et c'est là où on va parler d'Antero Henrique. Juste dernière question sur Campos. Lionel, Campos n'est pas un homme qui sera au siège de la Factory. Campos reste au Portugal, reste éloigné du club. Est-ce que ça ne peut pas poser problème de ne pas avoir un homme de terrain ou est-ce qu'il faut qu'il délègue, etc. Est-ce que ça ne peut pas poser problème tout ça? En fait, pour moi, le problème du Paris Saint-Germain, ce n'est pas de ne pas avoir un homme de terrain. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir le pouvoir qui avait été donné à un directeur sportif qui n'était pas en raccord avec son entraîneur. À partir du moment où, par exemple, quel que soit l'entraîneur comprend que lui, il a le pouvoir et que c'est lui qui manage son équipe et que si les mecs ne sont pas contents, c'est avec l'entraîneur qu'ils doivent voir. On n'a pas besoin d'avoir forcément une personne à la Factory pour appuyer l'entraîneur. Moi, je pense que le problème de l'entraîneur, c'est qu'il n'avait pas un appui, c'est qu'il avait autour de lui quelqu'un qui l'empêchait de grandir. Donc, c'était ça le problème. Par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit à City ou à Liverpool, que des clubs sous Guardiola ont besoin d'un directeur sportif pour affirmer leur autorité. leur autorité. Donc pour moi, le problème, c'est pas d'avoir une personne qui va être à l'autorité. Le problème, c'est que si on a un directeur sportif qui fait son travail, qui, on va dire, recrute, met en place une structure pour la formation, etc., et que voilà, il dit que c'est l'entraîneur qui a les pouvoirs, que c'est même pas à peine de m'appeler, vous n'avez pas mon numéro les joueurs, et que si les joueurs ne sont pas contents, ils ont qu'à voir avec l'entraîneur. Pour moi, c'est déjà un premier gain, une première avancée. Le problème, c'est qu'on a vu sur les 2 dernières années que, vu que Leonardo ne voulait ni travailler avec Tuchel ni avec Pochettino, les 2 entraîneurs savaient pertinemment qu'ils
ils avaient quelqu'un qui leur met des bâtons dans les roues, et c'est ça le problème. Bah, je vais réagir aussi à ta question, Basso. Il y a plusieurs choses. La première chose, là, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs où il aurait vraiment une responsabilité très élargie au Paris Saint-Germain. Vraiment, on parle vraiment d'une refonte du centre de formation, refonte de vraiment beaucoup de choses. Et il sera peut-être un petit peu plus présent pour le coup physiquement. À voir. Ouais, je pense plus que Non. ce sera des relais de Possible, sa structure. à voir comment il s'organisera, mais en tout cas, ses responsabilités seraient très larges. Et le truc, c'est qu'à Paris, il y a un énorme chantier, et donc à voir comment ça évolue. Maintenant, par rapport à ça, on a eu un Leonardo qui, soi-disant, était là pour parler et qui a jamais parlé. Donc, passer à un coach qui ne parle pas, ça ne me pose pas de problème. Il y a juste un petit truc, c'est qu'à Paris, le coach est, alors c'est sans doute partout pareil, mais à Paris, le coach est mine de rien très très exposé. Et c'est pas mal d'avoir un contre-feu. Donc, si en tant que DS, il ne le fait pas, ce serait pas mal peut-être de trouver un moyen d'avoir un contre-feu pour que le coach puisse de temps en temps respirer. Alors, après, moi, j'ai. Il y a une info en direct qui vient de sortir. Il y a des chances que finalement Pochettino aille au bout de son contrat. Hein? Ça sort où, ça? Sur l'équipe. En fait, ils disent que le grand rêve du Paris Saint-Germain est un entraîneur qui arrive en fin de contrat en 2023. Je te laisse deviner c'est qui, Basto? Pochettino. Non. Amaury. Guardiola. Voilà. Et donc, en fait, en gros, vu que Mbappé apprécie beaucoup Pochettino, il pourrait aller au bout de son contrat. C'est dans l'équipe? C'est dans l'équipe, ça, tout ça. Dans l'équipe, ouais. On verra. Voilà. Est-ce que vous serez contre avec Campos un petit Pochettino pendant un an? Le truc, c'est que, comme j'ai dit, si Pochettino décide de bosser, d'enfin, il sera sur sa dernière année, il se dit, voilà, là, maintenant, j'ai plus rien à foutre, je vais au bout de mes idées, je mets en place ce que je veux, et ceux qui ne sont pas prêts à me suivre, ils vont aller s'asseoir sur le banc. Pourquoi pas? Mais si c'est pour qu'il puisse rester un an et qu'on revoit un an de purge comme on l'a vu depuis 18 mois, c'est autre chose, quoi. Drayas, est-ce que toi, Pochettino, encore un an, ce serait pour te déplaire avec une autre structure? Je pense que la rupture est trop consommée et qu'au moindre mouvement contraire, ça ferait tanguer le bateau tellement fort que ce serait compliqué. Mais c'est vrai que l'équipe l'a dit, apprécié par Mbappé, Mauricio Pochettino pourrait finalement rester au PSG. Mais voilà, pour répondre à la question, je pense que tu vois, le truc, c'est que tu as un accro. Là, tout le monde accepterait parce que ce serait accepté d'une certaine manière parce que ce serait validé par Mbappé et donc dans l'inconscient collectif, tout le monde dira bon, allez, pourquoi pas. Mais au moindre accro, ça bruisserait. Limite, t'as le club qui recommence à faire grève. Enfin, ça part en couille, quoi. Ah, moi j'avais mon instinct qui me disait que Pochettino gagnerait la Ligue des Champions avec le PSG. Tu vois, j'y recrois d'un coup. Là, l'espoir remonte. Pochettino qui soulève le trophée. Non, bon, bref. On va passer à Enrique, Antero Henrique, donc ancien directeur sportif du PSG, qui, selon les indiscrétions, serait dans l'ombre de Campos, donc il pourrait négocier notamment les ventes des joueurs, pourrait négocier le développement d'un club filial au PSG et pourrait négocier surtout l'arrivée d'un nouveau coach. Lionel, t'en penses quoi? Après, moi, tu connais l'affection que j'ai pour Antero Henrique. Je pense qu'en termes de qualité, c'est le meilleur directeur sportif qu'on ait eu. Peut-être qu'il a fallu ces 3 années avec Leonardo pour que les Qataris se rendent compte que c'était une personne à qui il fallait donner beaucoup plus de pouvoir. Et si aujourd'hui, ils l'ont compris et qu'ils lui permettent de travailler même s'il n'est pas officiellement au Paris Saint-Germain, je pense que c'est quelqu'un qui peut permettre au Paris Saint-Germain d'atteindre un niveau d'un club de très haut niveau. Enfin, d'atteindre une structure d'un club de très haut niveau, quoi. C'est quelqu'un qui a de bonnes idées, qui aussi en termes de recrutement et de scouting n'a pas grand-chose peut-être à envier à Campos. Et si en plus les deux s'apprécient et qu'ils arrivent à travailler chacun dans un domaine bien défini, je pense que ça peut permettre au Paris Saint-Germain d'enfin franchir le palier qu'on attend depuis une décennie. C'est pas les mêmes en termes de scouting. Moi, je suis pareil. Moi, Antero, mais avec cette réserve, c'est que pour moi, c'est le meilleur des DS à l'ancienne, en fait. Justement, c'est pas un DS qui va se baser sur la data, c'est pas.
Mais il y a un truc, tu sais, il y avait eu la suppression c'était la CFA, je crois. Et c'était Antero Henrique qui avait chapeauté tout ça parce qu'il voulait mettre en place une structure qui permettrait aux jeunes en fait de mieux se développer. Et ce projet avait été interrompu et absolument pas repris. Et du coup, on s'est retrouvé avec un espèce de brouhaha au niveau des jeunes. Et je pense justement qu'il va pouvoir poursuivre ce travail. Alors, est-ce qu'il va passer par des clubs filiales ou autres? Mais il va justement pouvoir poursuivre ce travail. Et c'est essentiel et je pense qu'il est très fort. Il faut préciser aussi, en fait, Antero Henrique, il travaillait pour le Qatar Sport, je ne sais pas exactement quoi. Alors, il travaille pour la Qatar League, les développements de la Qatar. Voilà. Et c'est bien que en fait, les Qataris connaissent sa qualité. Il a même a priori rendu pas mal de services au PSG en sous-main pendant les 2 années, notamment pour Nuno Mendes ou des trucs comme ça. A priori, il était derrière. On ne sait pas trop, mais voilà. Après, il y a toujours cette petite prise de risque. Est-ce que les deux vont bien réussir à travailler ensemble? Est-ce que leurs territoires seront bien délimités? On sait que Campos aime avoir le regard sur tout. Est-ce que Antero Henrique va pas vouloir prendre, par exemple, la gestion des jeunes pour lui? Est-ce que c'est possible qu'il apparaisse des conflits? Ce qui est important, c'est que les deux choisissent le coach de concert et que les répartitions des tâches soient très précises, parce que tu te retrouves dans une situation où tu peux vite en avoir un qui empiète sur le domaine réservé de l'autre, et à ce moment-là, tu peux te retrouver à avoir un conflit. Alors, il y en a un officiel et un officieux, mais d'une certaine manière, le officiel, tu peux pas l'enlever comme ça parce qu'il est visible, et le officieux, tu peux pas l'enlever comme ça parce que quelque part, ça va être l'œil du Qatar. Et il ne faut pas qu'ils rentrent en conflit les deux, quoi. Alors, nouvelle info, puisque ça part dans tous les sens, l'équipe annonce peut-être maintien de Pochettino ou Mota et RMC annonce Amorim ou Conceição. Donc ça part dans tous les sens, on ne sait pas exactement ce qui se dit. Est-ce que là, parce qu'on a pu le voir ces dernières années, est-ce que là, c'est pas une espèce de contre-feu que le Qatar ou que le club envoie dans les médias de façon à pouvoir travailler sereinement sur une piste, alors qu'on n'est peut-être pas tous d'accord mais travailler sereinement sur la piste Zidane, par exemple? Parce que c'est pas dans les habitudes. C'est pas compatible avec Campos, c'est pas possible. Zidane, il demande des pouvoirs élargis et tu peux pas. Oui, mais, alors après, est-ce que Campos a été signé? Oui, a priori oui, mais si Campos a été signé, tu peux pas lui mettre Zidane, c'est juste pas possible. En plus de ça, Campos, son point fort, c'est les 16-24. Zidane, l'âge qu'il déteste, c'est les 16-24. Enfin, ils sont complètement incompatibles, ils peuvent pas travailler ensemble et Zidane demanderait des rôles qui normalement seraient dévolus au DS. Et c'est juste, si Campos a effectivement été signé, Zidane, c'est impossible. Mais après, alors pour revenir à ce que tu dis, mais tout à l'heure on parlait du fait que Campos lui va gérer les choses depuis le Portugal. Est-ce que dans ce cas-là, cela pose un véritable problème par rapport à Zidane, quoi? C'est impossible parce que, encore une fois, il y a deux incompatibilités majeures. La première, c'est que Campos, sa spécialité, c'est 16-24 et Zidane, c'est l'âge qu'il supporte pas. Ça, c'est la première incompatibilité. En gros, Campos ne pourrait jamais ramener un joueur que Zidane veut et vice-versa. Et la deuxième, c'est que Zidane demande un rôle de manager général. Et s'il est manager général à Paris, tu peux avoir ton DS qui est à Paris. Il ne pourra pas faire son travail. Donc, c'est complètement incompatible. Ça tient pas la route. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah écoutez... C'est des bons arguments pour dire que c'est pas possible. Ils sont concrets, ces arguments. Et ils sont réels. On peut se fier dessus. T'es un con concret, ça on le sait déjà, effectivement, c'est factuel. Chacun sa qualité. Non, mais sur Henrique, c'est vrai qu'on était tous les trois. Et on est rare, on doit être 3%, et on fait partie des 3% à avoir défendu le bilan d'Henrique au PSG. C'est le seul qui a réussi à vendre, c'est le seul qui proposait c'est le seul, en fait, de tout QSI, c'est le seul directeur sportif qui a proposé une vision sportive globale. Alors bien sûr, comme beaucoup de DS, et surtout DS, il se sert, etc., il y a des petits trucs qui sont funky et tout ça, etc., mais il avait néanmoins, indépendamment de toutes les scories que tu vas retrouver chez beaucoup de DS, il avait cette vision sportive globale, il avait un vrai plan pour les jeunes. Il vendait des joueurs, il arrivait à créer des plus-values, il arrivait à ramener des joueurs. Enfin, c'est le seul qui a été cohérent en fait. C'est même pas que j'aimais Henrique, c'est que on avait un DS et sinon on a eu Leonardo quand il est venu la première fois où il a lancé le projet et pour ça, à grand coup d'éclat et grand coup d'épaule malheureusement, il a été très fort. Mais mis à part ça, on n'a eu qu'un seul DS, c'était Antero Henrique. Le reste, ça a été de la poudre aux yeux, quoi.
Faut-il rappeler les noms Kluivert, Le Tang, etc. Oui, et puis Enrique, on aurait peut-être dû le suivre quand il voulait, lui, nommer son coach, notamment un gardien Aussi, avec les Conceição, dont on va parler maintenant peut-être, Conceição, et on lui a imposé des coachs qui n'étaient pas là, ou des transferts qu'il voulait, notamment Cavani ou Rabiot, avant la fin de leur contrat, avant qu'ils partent libres, etc. etc. On a fait le tour, vous voulez parler des coachs? Ça vous va? Oui, c'est bon. Bon, on va parler des pistes. Bon, là, ça part un peu de tous les sens. On va parler des pistes qui semblent prioritaires. Donc, le numéro 1 qui revient dans la liste, c'est Ruben Amorim. Drayas, ton avis sur Ruben Amorim? Le truc, c'est que moi, j'ai pas vu des masses de matchs du Sporting et je peux pas dire j'en parle. Je peux juste répéter ce que j'ai entendu à droite, à gauche et je pense que tu seras un input beaucoup plus intéressant que moi sur le sujet. En 2 mots, ce que je dirais, c'est qu'il veut jouer avec un système qui est plus ou moins hybride, qui correspond au système qui me fait envie et qui, je pense, est adapté à notre effectif. J'ai cru comprendre que c'était un coach qui organisait un pressing haut. J'ai cru comprendre que c'est un coach qui jouait l'offensive en prenant très très peu de buts. Et qu'il y a une immense réserve et elle est concrète, elle est très sérieuse cette réserve. Mais le coach parfait n'existe pas, qui est sa gestion d'un vestiaire avec des joueurs qui sont établis, qui ont déjà prouvé leur valeur. Comment ça se passera à ce moment-là? Mais moi, j'en ai très, très, très envie, même s'il y a une prise de risque, mais je ne peux pas en parler plus avant parce que je ne le connais pas si bien que ça. Lionel, est-ce que tu le connais et est-ce que tu es pour? Alors, je ne le connais pas du tout. De ce que tu m'en as dit, alors, ça donne envie, mais la question que je me pose, c'est toujours voilà, que le vestiaire, la différence, c'est que là, il doit être choisi par le DS, donc il a une certaine légitimité pour travailler. Mais voilà, je suis ni pour ni contre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me donnent envie de voir, et il y a des choses où je me dis, voilà, est-ce qu'un entraîneur avec si peu d'expérience peut réussir au Paris Saint-Germain, qui est quand même un club très particulier, voilà. C'est ces doutes-là que j'ai. Alors, je crois que tout à l'heure, on parlait de Zidane, la seule qualité qu'il a, c'est le vestiaire. on va parler de Zidane, on n'en a pas parlé encore. Ah, pardon, oui, mais c'était pour rebondir. C'est-à-dire qu'entre un coach qui sait jouer et qui a pas encore, et d'ailleurs, qu'on ne sait pas s'il sait gérer un vestiaire, qui n'a pas encore eu à gérer un vestiaire plus compliqué à gérer, et un coach qui n'a qu'une seule qualité, c'est la gestion du vestiaire, mon choix sera vite fait vers le coach qui sait jouer et qui a des choses à montrer. Je crois que c'est mon moment pour Amorim. Ouais, c'est Tuteur qui va nous en parler clairement. Ouais, alors Amorim, déjà, il est très jeune. Il a 37 ans. Ça fera bizarre, hein, c'est un peu comme un Nagelsmann à Munich. Neveu d'Enrique aussi, il faut peut-être le dire. Le beau-frère, Enrique, le beau-frère d'Amorim. Gendre. Ouais. Le gendre. Enrique, le beau-père, du coup, d'Amorim. Ouais, c'est ça, le beau-père d'Amorim. Voilà, alors Amorim, c'est un coach qui, quand il commence à Braga, il est dans l'équipe réserve, le coach de Braga est viré. Amorim se retrouve là, il fait avec une quinzaine de matchs où il a le temps de battre Porto 2 fois, il a le temps de battre le Sporting, il a le temps de battre le Benfica et de gagner une coupe, donc avec un club médian portugais. Et là, tu as le Sporting qui se dit « Ah bah tiens, on va le prendre », sauf qu'il a une clause à 10 millions. Ils les mettent. Il faut savoir que mettre 10 millions pour un coach pour le Sporting, c'est comme si nous, on mettait 80-90 millions pour un coach. Vous voyez, quand on parle des 30 millions que vaut Amorim. Donc là, tu as tous les supporters qui sont en mode « Ah, c'est quoi ce bordel? Il a joué que 15 matchs, etc. etc. » En un mois, il met tout le monde d'accord. Il est arrivé, il a dit « Je ferai jouer les jeunes », ce qu'il fait tout de suite. 11 joueurs du centre de formation utilisés en 2 ans. Il a fait jouer des gamins de 16 ans. Son système, ce qui pourrait vous plaire, ou à beaucoup de supporters du PSG, c'est que c'est un 3-4-3 modulable en 3-5-2, avec plusieurs spécificités. Donc c'est un coach très rigoureux, mais en même temps qui est très ambitieux, c'est-à-dire avec une ligne de défense centrale qui est haute, des pistons ultra offensifs, mais en même temps un jeu sans ballon et défensif qui est ultra construit, avec une gestion des profondeurs des défenseurs centraux qui est millimétrée, avec des milieux qui savent ce qu'il faut faire, avec un pressing parfait. Après, dans sa gestion des joueurs, donc j'ai parlé des joueurs du centre de formation qu'il a lancé. On peut parler de Nuno Mendes, évidemment, puisque c'est lui qui t'a lancé Nuno Mendes. On peut parler d'Ignacio, Thiago Thomas, d'autres joueurs. Il est aussi très fort en post-formation. Il a recruté des joueurs dans des petits clubs portugais qui sont devenus des joueurs clés qui risquent de partir l'année prochaine dans des grands clubs. Pedro Gonçalves, Mateus Nunes. Et on a aussi des joueurs qui étaient un peu plus, on va dire, confirmés.
Je pense à Palhinha, qui est un joueur que j'aime pas du tout. Quand je l'ai vu jouer avec le Portugal, pour le coup, à l'Euro, c'est un joueur, on en a parlé au PSG, je n'en veux pas. Mais c'est un mec de 27 ans qui n'était pas utilisé par le Sporting. Amorim l'a eu à Braga, l'a repris au Sporting et en a fait un joueur clé de son équilibre. Donc, c'est-à-dire que ce soit post-formation, joueur formé au club ou joueur confirmé, il arrive à tous les faire surperformer. Après, ça pourrait être aussi une bonne idée par rapport à Nuno Mendes. Sarabia, c'est un coach qui a une idée quand il dit que Sarabia n'est plus un ailier mais peut être un milieu. Voilà, c'est des choses qui peuvent un peu plaire. Après, dans sa gestion des joueurs, forcément, c'était le doute que tu disais, Drayas. Comment il peut faire face à un Neymar et un Messi? Bah ça dépend si c'est Campos qui a les pleins pouvoirs, etc. Juste petite anecdote. Ça dépend pas que de Campos, Basto. Ça dépend aussi du coach. Aussi, Alors, il ne faut pas parler que de Neymar et Messi. Il faut par rapport au coach, des Marquinhos, des Verratti. Par rapport au coach, il y a une petite anecdote dans la vidéo que j'ai fait pour Paris Central Show d'un spécialiste du Sporting qui tient le compte Twitter Sporting France. C'est qu'en gros, Amorim, le président, a voulu lui imposer Slimani cet été, qui est une idole du Sporting. Il n'en voulait pas. Il voulait Paulinho. Il a du mal, Paulinho, en début de saison. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Le président prend Slimani et l'impose à Amorim. Les premiers matchs, Amorim le met, Slimani marque, etc., sans être convaincu. Et Slimani se fait éliminer de la qualification Coupe du Monde avec l'Algérie et revient. Il n'est plus le même joueur. Au bout de 2 matchs, qu'est-ce que fait Amorim? Il l'écarte les 15 derniers matchs, alors que c'est le plus gros salaire du club, alors que c'est le mais ça répond, Basto, ça répond par rapport à Messi Neymar, mais ça répond pas, par exemple, par rapport à un vestiaire. C'est un vestiaire où tu as un Marco Verratti, où tu as un Marquinhos. C'est un vestiaire où il faut que tu gagnes ta légitimité. On parle pas de joueurs, il s'en fout. Amorim, c'est des mecs qui a viré des capitaines, des vice-capitaines, des mecs qui étaient déjà installés pour mettre des jeunes du centre ou des postes formation. En tout cas, au Sporting, il s'en fout. À Paris, je sais pas, c'est un autre contexte, c'est un autre débat. Mais au Sporting, c'est le meilleur joue au moment donné, ça c'est sûr. Okay. Voilà, petit aparté à Amorim, on verra bien ce qui se passe. Autre rumeur, Conceição, Drayas, t'en penses quoi? Bah, lui, on connaît un petit peu plus. Bah, c'est l'archétype du meneur d'homme un peu fou. C'est un mec qui est capable de presque piloter la motivation de ses joueurs par ses regards sur le banc de touche, qui a des mouvements genre Unai Emery. Unai Emery, c'est un coach qui ne bouge pas, qui reste tout le temps assis, comparé à Sergio Conceição. Et sauf qu'il le fait avec une autorité folle. Je pense que c'est un coach extrêmement charismatique. Après, au niveau du jeu, c'est moins enthousiasmant sans doute que Amorim. C'est beaucoup plus basique. C'est 4-4-2 à plat, il me semble, non? Conceição, c'est 4-4-2 à plat, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est plus le meneur d'homme, le déconstructeur, qui lui, par contre, lui, tu peux lui faire confiance pour foutre le bordel dans un vestiaire s'il est nécessaire de le faire. Ouais, Lionel, Conceição, c'était déjà une idée d'Enrique à l'époque, avant Tourelle. Qu'est-ce que tu en pensais? Pareil, après on voit les résultats qu'il a avec le FC Porto. On avait vu ce qu'il faisait avec Nantes. Je pense que c'est un bon entraîneur. Maintenant, est-ce que tactiquement, les joueurs qu'on a qui permettront d'exploiter son schéma tactique, etc., je ne sais pas. Je suis un peu sceptique par rapport à cette piste, par contre. Ouais, je vous rejoins un peu. C'est Conceição, son principal point fort pour le coup, c'est dès le début, il arrive à mettre tout le vestiaire qui suit son discours. Mais il n'a jamais eu de Neymar, Messi, Mbappé et compagnie. Donc c'est un peu compliqué à savoir. Des autres recrues, alors là c'est complètement différent. Zidane, ce serait l'émir qui choisit le coach et non plus le directeur sportif. Drayas, est-ce que pour toi c'est une erreur? Bah, ça tient pas la route déjà, Campos, c'est pas possible. Et oui, pour moi, c'est une énorme erreur. En fait, on se retrouve dans une situation où tu as un Kylian Mbappé qui prolonge à condition qu'il y ait des changements et tu prendrais le coach qui te ferait revenir en arrière, en fait. Où tu te retrouverais avec la politique pas de la méritocratie, mais une politique de la star dans les vestiaires. Tu te retrouves avec un joueur qui est incapable de faire jouer des jeunes, qui a besoin de joueurs qui ont de l'expérience. Et oui, il a des choses pour lui, mais il a des choses pour lui qu'il a appliquées au Real Madrid. Rien ne dit qu'il est capable de rééditer ce qu'il a fait à Madrid, à Paris. Et en plus de ça, à Madrid, il faut s'en souvenir. Oui, il y a des campagnes de Ligue des Champions qui sont exceptionnelles, mais en championnat,
C'était chiant à avoir joué. Et c'est Même en Ligue des Champions, hein. Hein Ligue des Champions, quand il la gagne, c'est chiant à avoir joué. Ah oui, mais oui, voilà. Mais et c'est antinomique avec l'intentionnalité de Paris qui est de sortir justement de cette logique de répondre aux problématiques par une star. Tu veux répondre aux problématiques par une star, à ce moment-là, oui, tu prends Zidane. Mais si tu sors de cette logique-là de répondre à une problématique par une star, tu ne peux pas prendre Zidane. Ça tient pas la route, ça marche pas, c'est pas fait pour. Donc non. Déjà en soi, dans un monde parfait, j'en veux pas. Mais en plus de ça, avec la situation actuelle, c'est pas cohérent. Et de toute façon, c'est impossible avec Campos. Voilà, ça y est, j'ai décidé. Lionel. Après, alors, quand Seb dit que voilà, Zidane, c'est uniquement la gestion d'un vestiaire, je trouve que c'est un peu dur. C'est l'année où le Real nous sort, je ne sais plus c'est quelle saison, où ils nous battent à l'aller comme au retour, au match retour. 2017-2018, je crois. Oui, tactiquement, il me semble que Zidane fait quand même, entre guillemets, il mange nice sur le match retour. Un match aller, le Paris Saint-Germain peut-être été un petit peu meilleur à Madrid. Au retour, le PSG n'y croit même pas, je crois, après. Donc... Oui, mais je sais plus c'est quel match où il joue en 4-4-2 et tout. Enfin, il a quand même, c'est un entraîneur qui a pas été, qui s'est pas enfermé dans un système, puisqu'il a joué aussi avec une défense à 3 et autres. Je pense que Zidane, ça reste quand même un bon coach. C'est plus que le manager qui gagne pas trop avec des champions avec que de la chance ou du management. Moi, je n'y crois pas à ça. Après, Seb, lui, il est persuadé qu'il n'est pas compatible avec Campos. Ah non, c'est pas que j'en suis persuadé, j'ai des arguments objectifs sur le sujet. 16-24 ans, Zidane, il ne travaille pas avec des jeunes. Oui, mais les prérogatives que demande Zidane par rapport au... Je vais étayer tes propos, Seb. Effectivement, tu as raison. Enfin, pour moi, tu as raison. Vas-y, Lionel, fini. Mais non, mais ce sont des arguments. C'est pas bien juste sûr, c'est des arguments. C'est des arguments qui sont fondés et qui sont basés sur des objections. C'est pas une croyance. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'on part du principe que... c'est-à-dire que s'il vient au Paris Saint-Germain, il n'aura pas du Modric, du Casemiro, du Kroos. Il faudra qu'il fasse avec l'effectif. Et c'est là où il y a le problème, Lionel. Si je peux réagir, Zidane, c'est un mec qui reprend la tactique et la compo de Carlo quand il gagne ses 3 Ligues des Champions. C'est-à-dire, on écarte côté, on se centre pour Cristiano Ronaldo. Déjà au PSG, on n'a pas un joueur de tête comme Cristiano Ronaldo. Quand Zidane fait son retour au Real Madrid et qu'il faut reconstruire, c'est que des recrues qui sont catastrophiques. Jovic, Hazard et compagnie. C'est des jeunes prospects comme Odegaard, Hakimi, Théo Hernandez, Llorente, qui maintenant sont dans des clubs clés mais qu'il n'a pas utilisés. Donc là, c'est pas du tout compatible, effectivement, comme dit Rayas, avec le côté Luis Campos. C'est aussi un coach qui a un adjoint qui s'appelle Buitoni. Zidane l'a dit, c'était mon monsieur tactique, c'est un peu le Gasset de Laurent Blanc. Là, il ne l'est pas parce que Buitoni va devenir entraîneur numéro 1, sûrement dans un club de Ligue 1. Peut-être il s'est mis aux pâtes ou il s'est mis aux pizzas qui empoisonnent les gens. Des pizzas Buitoni, ça fait des morts. RIP. Non, Buitoni va sûrement entraîner Lille. Donc Zidane n'a plus cela. Puis Zidane, c'est surtout, c'est l'émir qui choisit le coach. C'est que notre nouveau projet n'est pas un nouveau projet. C'est qu'il est déjà mort-né, le nouveau projet. C'est surtout ça l'important, je pense. Après, moi, je ne suis pas pro-Zidane. Mais c'est juste, pour l'instant, moi, je me dis, s'il vient et que Campos est nommé directeur sportif... C'est pas possible, ça. Non, mais impossible ou pas. S'il vient et que Campos est nommé directeur sportif, c'est que les deux ont accepté de travailler ensemble. Ouais. Alors Lionel, j'insiste là-dessus parce que il est très clair et ça a été nommé, c'est que Zidane ne viendrait pas en tant que coach, il viendrait en tant que manager général. Voilà. Et là, c'est là où je te rebondis. Campos est directeur sportif. Tu m'expliques où tu as un manager général. Oui, mais là, ils disent bien que Campos, dans tous les médias, ils ont bien dit que le poste de Campos ne sera pas celui de directeur sportif. Oui, mais c'est directeur sportif. Oui, mais c'est l'appellation. Lionel, la seule fois où on a imposé à coach à Campos, c'est Bielsa à Lille. Ça a fini en bout de 3-1 parce que Bielsa voulait des joueurs, parce que Bielsa est un manager qui ne demande pas des postes, mais des joueurs ciblés. S'il n'est pas content, il n'est pas content. Et Zidane, c'est la même chose. Et c'est la même chose qui se passera avec Bielsa, qui se passera avec Zidane. Ça ne peut pas marcher.
On verra effectivement. Dernier nom qui ressort, c'est Galtier. Drayas, je sais que c'est ton chouchou, vas-y, défends Galtier. Bah, Galtier a été sympa pendant 6 mois à Lille. Tiens, il y avait Campos qui était pas directeur sportif parce que c'était pas l'appellation là aussi, mais quand Campos s'occupait des affaires. Après, c'était vraiment bien pendant 6 mois, mais il faut pas oublier que Campos lui avait mis 3 adjoints portugais dans les pattes qui faisaient toute la tactique. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas. Notamment Joao Sacramento, qui est le bras droit de Mourinho. Il n'avait pas son gassé, il en avait 3, et les 3 sont des spécialistes, dont 2 qui sont spécialisés data et un qui est spécialisé humain. Enfin bon, bref, c'était une équipe d'entraîneurs qui lui réglait tout. Et quand ces 3-là sont partis, ben on s'est retrouvé avec un Galtier qui a survécu sur ce système-là, mais déjà un système qui fonctionnait beaucoup moins bien et qui, en deuxième partie de saison l'année dernière, je veux dire, c'était comme une... Ils s'en sortent sur des 1-0 avec des exploits de Maignan. Ouais, et c'était un peu, c'est un peu l'image de la mobilette qui a presque plus d'essence, qui peu, et comme ça, bon, ils arrivent à franchir la ligne d'arrivée, mais au prix de combien de galères, et on voit ce qui s'est installé cette année, où tout à coup, cette influence commence vraiment à se déliter, bah, c'est du non-jeu. Galtier a sans doute une grande qualité, c'est un bon meneur d'hommes, tu sens qu'il a une gouaille, je pense qu'il est à côté de toi, il se met à te gueuler dessus, tu vas pas dire tu m'emmerdes, je vais t'en mettre une parce que tu sais que tu vas pas t'en sortir, et je pense qu'il a une vraie gouaille et que c'est un bon meneur d'hommes, mais en coach, moi j'avais aucun respect quand il était à Saint-Etienne, et je sais que les gens de Saint-Etienne l'aimaient bien, mais le football pratiqué par Saint-Etienne ne m'a jamais enthousiasmé sous Galtier, et le football pratiqué à Lille, sous Galtier, une fois qu'il avait pu les adjoints que Campos lui avait mis dans les pattes, ne m'a jamais enthousiasmé. Et à Nice, on n'en parle pas, les supporters ne viennent plus au stade. Mais... Lionel, sur Galtier, ton avis? Non, merci. Je crois nous trois, on sera d'accord, mais je vois beaucoup de gens, mine de rien, dans les supporters parisiens qui vont chier sur, entre guillemets, sur des Amorim ou des Conceição en disant oui, ils ont gagné, mais qu'au Portugal. C'est une réflexion de base, ça. C'est des gens qui, par principe, c'est les mêmes qui vont dire que la Ligue 1 est une Farmer League, et ils vivent dans le cliché. Portugal, ils savent jouer au foot, quoi. En gros, c'est pas la peine d'écouter. C'est du manque de respect pour le championnat portugais, déjà. Mais indépendamment de ça, il y a pas mal de gens qui demandent Galtier, et il y a une réflexion à la base qui a une forme de légitimité. C'est l'association Galtier Campos à Lille. Voilà. Il y a autre chose que je lis, Drayas, c'est que Galtier, depuis 6 ans, a toujours dit du bien du PSG et ça plaît aux supporters. Voilà, c'est ce genre de choses qui font que, mais faut être sérieux. Tu peux prendre un mec qui n'a pas des masses d'expérience de grand club, et je suis désolé de le rappeler, mais Galtier n'a pas d'expérience de grand club, comme Amorim, comme d'autres, mais quitte à prendre ce risque-là, autant prendre un qui essaie de faire bien jouer son équipe, quoi. Très bien, si je vous demande maintenant un nom parmi ceux qu'on a cités, Amorim, Conceição, Zidane ou Galtier, Drayas, tu prends qui? Les 2 derniers sont out et les 2 premiers sont des possibilités. Lionel? Après, je connais pas très bien Amorim et Conceição. Galtier, c'est non. Et Zidane, bon, c'est pas... moi, c'est non. Le nom fait rêver, mais je ne sais pas si c'est la solution idoine pour passer là. Très bien, on verra ce qui se passe. On va parler maintenant des possibles recrues, des futurs recrues. Je vais déjà te demander, Lionel, à quel poste on a besoin de joueurs? Pour moi, principalement au milieu de terrain. Oui. Combien de milieux de terrain et quel profil? Alors, je pense qu'il faut en faire partir 3 et en recruter 3. Il nous faudrait un 6-8, un 8-10 et peut-être un deuxième 8-10. Si tu avais 3 profils à donner, par exemple, comme ça, même si c'est pas eux qui viendront, mais juste... On va dire 3 noms, tout simplement, pour que ce sera plus simple. Moi, j'aurais voulu avoir Tchouaméni, De Jong et Majer. Drayas, est-ce que tu es d'accord avec ces 3 noms? Pas tout à fait. Et ça, en soi, aussi. Mais d'ailleurs, Tchouaméni, De Jong, peut-être pas. Soit Tchouaméni, soit De Jong. J'aurais du mal à me dire, tiens, il va falloir faire jouer ces 2-là ensemble. Le problème, ce ne serait pas ces 2-là ensemble. Pour moi, ce serait le trio Verratti, Tchouaméni, De Jong. Et voilà. Mais indépendamment de ça, c'est tellement dépendant. Tu vois, par exemple, tu parles de Amorim qui joue avec une défense à 3, et à ce moment-là, la priorité, c'est un milieu et un central.
et peut-être un milieu en Ah, plus. on parle des milieux là pour le moment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas te dire le nombre de... Parce que si tu as un mec qui va jouer effectivement soit un système hybride avec une défense à 3, soit un mec qui va jouer avec une défense à 4, ma réponse pour les milieux ne sera pas la même. Parce qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'il y a un moment où il va aussi commencer à falloir réfléchir à laisser un espace pour les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes puissent postuler à un poste de remplaçant. Et si tu commences à aligner 3 milieux plus Marco Verratti et que tu alors déjà même si tu joues tu joues à 3 derrière, enfin il y a plus de place pour personne en fait. Si tu joues à 3, ça va, tu as de la place pour Michout en 6. Oui, mais je disais si tu joues à 3 derrière. Si tu joues à 3 derrière avec t'as que de milieu, oui, bien sûr. Ah, exactement. Et donc ça va impacter. Alors après, moi au niveau du profil, bah, là aussi ça va vraiment dépendre du système. Si on joue à 3, bah, effectivement, soit un Golgoth à le beat de ses pieds à la Tchouaméni, soit un mec qui comprend le méta-jeu mieux que personne à la De Jong. Mais voilà, un profil 6-8, etc. Et à ce moment-là, l'associer avec un joueur qui est beaucoup plus offensif. Tu peux parler des Gundogan et consorts. Petit aparté, avec qui j'ai fait la vidéo tout à l'heure, donc le compte de Sporting France nous disait qu'il était convaincu qu'avec Amorim, si Amorim était là, Wijnaldum redeviendrait le grand Wijnaldum, puisque Matheus Nunes, qui joue à Sporting, est exactement le même profil et est le joueur clé du Sporting. Ah, ça peut être, mais ça, j'en sais rien. Mais par contre, si on joue dans un milieu à 2, bah, à ce moment-là, j'en veux d'abord un et ensuite un remplaçant. Et un, typiquement, ça serait Milinkovic-Savic pour l'associer à Marco Verratti. Ah non. Oh, si. Lionel, que tu sois d'accord ou pas, j'invite les gens à regarder la vidéo qu'on a fait avec Dreias sur le Paris Saint-Germain. Ouais, mais en fait, la raison pour laquelle tu fonctionnes comme ça. Tu peux pas, si tu joues avec 2 milieux de terrain, tu peux pas avoir comme deuxième milieu de terrain Milinkovic-Savic, c'est pas possible. Et pourquoi ? Il a pas de volume de jeu, ce gars. Ah, si. Non, c'est un joueur qui est porté vers l'avant. Tu vois, pas tant que ça, il est tout terrain, Milinkovic-Savic. Il défend pas, la défense, c'est pas son. Il est très cohérent au niveau défensif. Après, la problématique, c'est que il va défendre sur la même manière de défendre que Marco Verratti, c'est-à-dire qu'il va défendre en étant agressif sur le porteur. Mais il fait des actions défensives sur un match. Après, la problématique, effectivement, tu te retrouves avec 2 joueurs qui vont surtout être dans un mode agressif sur le porteur plutôt que d'une défense en zone comme à la grande époque, c'est la grande époque de Mota. Mais là, tu es dans un système où tu as 3 derrière, voire même tu as un 3e qui peut se remonter pour apporter un soutien. Ça dépendra du coach. Hein. Voilà. Mais vraiment, c'est si tu joues dans un milieu à 2, pour moi, mettre un profil à la Tchouaméni ou même De Jong, enfin, si De Jong, c'est envisageable, mais à la Tchouaméni, Verratti dans un milieu à 2, pour moi, c'est pas. Tu me diras, Tchouaméni, Pogba en équipe de France, ça fait des merveilles. Hein. Peut-être, mais moi, pour moi, t'as besoin d'un mec qui est quand même encore plus créateur, qui est capable d'être créateur dans les 30 mètres qu'un Tchouaméni. Il n'est pas tellement créateur dans les 30 mètres, Tchouaméni, quoi. Vas-y, Lionel. Non, mais après, moi, je suis pas tellement d'accord avec eux. Parce que, à partir imaginons, on part du principe qu'on garde les 3 devant. Neymar, Messi et Mbappé. Enfin, de toute façon, il y a de fortes chances que les 3 soient toujours là. Puis après, tu rajoutes à ça, dans le 3-4-3, Nuno Mendes et Hakimi qui enfin auront le couloir pour eux, donc qui seront des joueurs qui seront déjà plus hauts. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir un 6e joueur qui soit créatif dans le 30 mètres. Et puis même quand tu es à 3 derrière, tu comptes sur un de tes centrales qui est capable d'apporter un surnom parfois dans la surface. Bien sûr. Donc, les 2 milieux de terrain, pour moi, qui s'occupent de la zone qui s'occupe de la zone avant les 30 mètres, c'est amplement suffisant. Tu as déjà 2 joueurs ultra créatifs qui sont Messi et Neymar, qui déjà, entre guillemets, peuvent se marcher sur les pieds dans cette zone-là, et tu vas rajouter un 3e joueur qui devra... mais il n'a pas du tout la même zone d'influence qu'un Neymar ou qu'un truc. C'est pas vrai, ça. Tu vois, c'est pas la même zone d'influence. C'est pas la même manière de jouer, il s'interfétera pas. Le problème que tu as justement, c'est avec Messi et Neymar, mais c'est pas. Enfin, tu regardes les hitmaps de Milinkovic-Savic, c'est un tout terrain.
Et après, c'est sur le joueur, en fait, si tu veux, on peut oublier le principe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un tout-terrain qui est capable d'être créatif dans les 30 adverses. Si on est dans un milieu à 2, je veux un milieu de terrain. On va pas faire le débat à Savic. Pour toi, Lionel disait qu'il fallait 3 Mais milieux. justement, j'en sortais là. Pour toi, il en faut combien des milieux? Ça va dépendre du coach et de combien on joue. Si on joue dans une défense à 3, à ce moment-là, il nous faut un milieu et un remplaçant. Si on joue dans une défense à 4, enfin dans un 4-3-3, à ce moment-là, il nous faut 2 milieux et un remplaçant. Très bien. En défense, est-ce que pour toi, Darius, il y a des manques? Est-ce qu'il faut recruter en défense? On part du principe que Ramos est out ou pas? Non. Si on joue à 3, absolument. Et si on joue pas à 3, on peut tenir. Lionel? Après, tout dépend, comme je dis toujours, tout dépend des départs. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que tu as Kerrer, Diallo, Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Oui, on peut rajouter un joueur qui est meilleur que ces joueurs-là, mais il faut avant tout pouvoir dégraisser avant de penser à recruter. Donc, j'ai du mal à voir le recrutement d'un 6e défenseur de très haut niveau, même si on joue à 3, alors qu'on en a déjà 2 qui ne jouent pas déjà beaucoup. Et ça pose un problème, quoi, dans la gestion de l'effectif. Après, tu vois, si on peut faire partir un Kerrer pour un Mukiele qui joue les 2 postes, qui Mukiele serait à 10 millions, ce serait des parties des opportunités, je pense dont on peut sauter, ouais. En fait, moi j'aime bien Mukiele, mais après, est-ce qu'il y a une véritable plus-value par rapport à Kerrer? Alors peut-être sur la possibilité de jouer à droite, où il est peut-être un peu meilleur, mais en défense centrale, pas sûr que ce soit vraiment une véritable plus-value par rapport à Kerrer. C'est-à-dire que si tu arrives à vendre Kerrer et Diallo, la possibilité de prendre un 4e défenseur de très haut niveau et qui sera en concurrence avec les 3 autres, oui, ça peut être. Alors, la rumeur qu'a sorti l'équipe hier, c'est que le PSG cherche un défenseur qui peut jouer et axe gauche et axe droit. Donc, pour suppléer Kimpembe ou Marquinhos, avec a priori des départs de Kerrer, voire Diallo. Je pense qu'ils partiront, moi, avec Enrique derrière. C'est probable. Après, il y a plusieurs rumeurs, notamment le défenseur du Torino. C'est pas ceux qui seront les plus difficiles à faire partir. Je pense que c'est 2 joueurs qui ont malgré tout envie de jouer. Kerrer, il est plus qu'un an de fin de contrat, donc ça peut être compliqué. Ah oui. Mais Diallo, je pense que oui. Bon, on verra. En attaque, est-ce qu'il faut rester avec cette attaque ou est-ce qu'il faut des recrues? Mbappé reste, déjà ça simplifie la tâche. On peut avoir les retours de Sarabia et Kalimundo, mais est-ce que vous voulez les vendre ou est-ce que vous voulez d'autres recrues, Darius? Kalimundo, je vois pas l'intérêt de pas le prendre en fait. On a à moindre coût le remplaçant numérique de Mbappé. Si on arrive à se séparer d'Icardi, on a et c'est un vrai sujet ça. Mais oula. Vas-y, continue, c'est bon. Ouais. Si on arrive à se séparer d'Icardi, Kalimundo, on prend. Ensuite de ça, il y a la problématique. C'est Messi, Neymar, il y en a un de trop quoi. Il y en a vraiment un de trop. On a besoin d'avoir un autre joueur rapide sur une aile pour apporter du surnombre. Et il faut qu'il y en ait un des deux qui soit ou qui parte ou qui soit pas sur le terrain, quoi. Lionel, les rumeurs. Donc je pense qu'on a besoin effectivement d'une recrue devant. Lionel, les rumeurs les plus présentes, c'est Dembélé et Ekitike. Est-ce que ça te plaît? Alors, Ekitike, oui, ça me plaît. Je pense que c'est un joueur qui dans l'avenir, peut devenir un très très bon attaquant. Le Dembélé des 6 derniers mois, oui, ça me plaît. Après, le problème de Dembélé, c'est que des 6 derniers mois, on l'a pas vu très souvent les 5 dernières années, quoi. Et en plus, il vient de la région parisienne, Dembélé. Après, il s'est marié, visiblement, ça l'a un peu calmé, donc pourquoi pas. Ouais. Et pour toi, il faut recruter quand même en attaque? Je pense qu'il faut surtout, entre guillemets, recréer une certaine dynamique. Il y a des joueurs comme Icardi qui sont totalement perdus, donc il faudra le remplacer. Draxler. Après Sarabia, moi je pense qu'il faudrait profiter de la saison qu'il a fait avec l'Atlético Madrid, avec le Sporting. Surtout si Amorim vient. Non, mais profiter peut-être pour le vendre, parce que je pense que ça a une certaine valeur marchande. Je pense que c'est un joueur qui a besoin. Tu vis clairement à Basto, là, Lionel.
Non, mais le truc, c'est que je pense que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs pour être. Pour Amorim, Sarabia n'est plus un attaquant, mais un milieu relayeur. Bon, peut-être. Après, je n'ai pas vu tellement de matchs de Sporting. Donc... Non, il jouait attaquant pour le coup, mais Amorim dit en fin de saison que à l'avenir, il pense que Sarabia doit être relayeur gauche. Ouais. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi, je pense que c'est un joueur qui, voilà, il a fait une très belle saison. Il faudra profiter de ça pour essayer de le vendre, parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs pour être bon. Et au Paris Saint-Germain, il aura les miettes, surtout au poste auquel il joue. Ça risque d'être compliqué pour lui, quoi. Dernière question. Quelle place aux jeunes? On peut penser à El Shaddai, Michoud, Simons, voire Zaire Emery, etc., ou Garbi, etc. Darius, comment faire la place aux jeunes? Et est-ce que c'est le moment si on a un changement de projet? Je pense que ça dépend du coach que tu prends, mais je pense que les jeunes, c'est un process ongoing. Donc ouais, même si tu lances un projet, il faut le mettre en place dès le début. Après, moi, j'ai une manière de penser aux jeunes qui est tu leur donnes 45 minutes sur une première partie de saison. S'ils apportent satisfaction, donc en somme, avec des bouts de 5 minutes, des bouts de 10 minutes, etc. S'ils apportent satisfaction, tu leur donnes 90, 100 minutes et puis tu t'y vas graduellement. Mais je pense que oui, ça, il faut le mettre dès le début. Parce que si tu ne le mets pas dès le début, si tu ne mets pas en place cette logique là dès le début, avec les différentes contraintes qui vont venir, les machins, les trucs, les critiques, les bidules, la pression et tout le bordel, tu le mettras jamais en place. Donc ouais, il faut le mettre en place dès le début. Maintenant, sur les jeunes qu'on a, le seul que j'ai vraiment envie de voir, à part ceux que je... Bichwayou, il a encore besoin de grandir. Kairi Emery, il est encore très jeune. Et sur les autres, le seul que j'ai vraiment envie de voir, malheureusement, c'est le seul qui a vraiment envie de partir. Michoud. Exactement. Lionel, toi, la place aux jeunes, comment faire? Si par exemple on prend Amorim, qui visiblement est un entraîneur qui pense qu'il est jeune et qui est assez bon en post-formation, je pense que ça doit être une des priorités. Alors, est-ce que la génération qu'on a en ce moment est la meilleure génération qu'on ait eue depuis l'arrivée de QSI? Je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a quand même certains jeunes qui arrivent derrière qui sont vraiment pas mal. Et je pense que ce serait le moment, enfin, pour donner un peu à cette équipe parisienne, on va dire, pas une âme, mais on va dire un peu plus, un côté un peu plus parisien. Alors, une petite dernière info qui vient de sortir sur RMC, c'est que, pas l'intégralité, mais une énorme partie du vestiaire voudrait continuer avec Pochettino. Voilà. C'était un coach que les joueurs aiment. Il n'y a jamais eu de problème dans le vestiaire. Ouais. Les joueurs le respectent. Je pense qu'en termes de discours interne, il a fait, par exemple, on parle de Kylian Mbappé. On met beaucoup de crédit à Kylian Mbappé sur ses progrès de cette année, mais on oublie de dire tous les travaux spécifiques que lui a fait faire Pochettino en dessinant des carrés dans la surface de réparation. Il devait arriver à pleine bourre et tirer pile quand il était dans le carré pour lui faire travailler certains réflexes alors qu'il était en rupture. Et les joueurs ont apprécié ça. Il les a fait progresser. Il a vraiment cherché à faire progresser les joueurs individuellement et d'une manière générale, je pense que les joueurs l'aiment beaucoup, quoi. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit comme on a pu avoir dans les autres coachs de vestiaires séparés, de bruit de... Pochettino a sa part de responsabilité, mais je trouve que le procès qui se prend est par certains aspects assez injuste. J'insiste. Très bien. Est-ce que vous voulez réagir sur autre chose, Lionel, Drayas? Non, moi ça va. Drayas, c'est bon? Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera peut-être s'il y a des infos croustillantes et un nouveau coach, un nouveau DS, etc., etc. On va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouve très vite pour une nouvelle saison. Merci Lionel, merci Drayas. Merci tout le monde. Merci. Et à très vite. À bientôt. Ciao.